Bonjour chers amis, malheureusement du fait d'un conflit d'agenda je ne peux pas être ce matin à la belle réunion de la filière, je le regrette, je vous présente mes excuses et je vous remercie beaucoup d'accepter un exposé par vidéo. Merci à Vincent Couloignet pour son invitation et merci à tous d'être là. Donc je ne suis pas ORL, je suis pédiatre généticien à l'hôpital Necker. Et Vincent m'a demandé de vous parler d'un grand sujet de société qui est l'impact des tests génétiques en santé et dans la société. Qu'est-ce que c'est qu'un test génétique d'abord? Bien, c'est rien d'autre qu'un fort grossissement sur une région de l'ADN, comme si on prenait une grosse loupe et qu'on regardait avec une grosse loupe moléculaire l'enchaînement des bases qui constituent notre génome. Vous savez qu'on a 25 000 gènes et qu'on peut tester chacun de ces gènes par une méthode très simple qui s'appelle la PCR, et cela peut se faire sur une simple prise de sang pour tout ce qui concerne les maladies constitutionnelles, mais ça se fait aussi pour les tumeurs dans le cancer sur une biopsie, on parle alors non pas de génétique constitutionnelle, mais de génétique somatique. Alors, à quoi ça sert les tests génétiques? Vous le savez, en tant qu'ORL, ça permet de faire des diagnostics sans embêter les enfants après l'examen clinique, après votre examen clinique et radiologique. Vous avez une suspicion clinique, vous prescrivez un test et le généticien réalise ce test pour répondre à votre question. Donc, diagnostiquer une maladie déclarée. Ça permet aussi, un test génétique, de prédire la survenue d'une maladie chez un sujet à risque, ce qu'on appelle le diagnostic présymptomatique dont on parlera. Ça permet de faire un diagnostic avant la naissance, chez le fœtus ou chez l'embryon, dans une famille qu'on sait à risque. On parle de diagnostic prénatal moléculaire ou de diagnostic génétique préimplantatoire lorsqu'il s'agit d'un embryon fécondé in vitro. Et puis, et c'est un sujet d'actualité, il est question aussi d'offrir au couple qu'il souhaite un diagnostic de porteur sain. C'est-à-dire un couple qui n'a pas d'enfant malade se donnerait une possibilité de s'assurer qu'ils n'ont pas un risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie d'une particulière gravité. Ce diagnostic des porteurs sains, encore appelé carrier screening, était en principe à l'ordre du jour de la loi bioéthique. Je ne suis pas sûr qu'elle y sera encore à la fin. C'est à voir, en tout cas ça se joue cette semaine, d'où l'actualité au fond de cette conférence d'aujourd'hui. Et puis il y a un autre bénéfice pour ce qui concerne le traitement des maladies par les progrès de la science, c'est de prédire quels sont les sujets qui vont répondre à un médicament ou ceux qui seront résistants à un médicament. On parle alors de pharmacogénomique. Tout ça ensemble, toutes ces indications médicales ensemble, ça représente une avancée scientifique et médicale indiscutable qui concerne 500 000 tests par an en France. C'est beaucoup, énormément de tests. Alors, pourquoi y a-t-il débat? Pourquoi faut-il en délibérer au Parlement? Eh bien, d'un côté, la science a fait des progrès gigantesques. On peut étudier notre ADN sur une simple prise de sang, je vous l'ai dit. Le séquençage coûtait très cher, ça coûte presque plus rien, quelques centaines d'euros. Et on peut tester les 8000 maladies, puisqu'on en connaît 8000 sur nos 25 000 gènes. Donc on peut tester, pour pas très cher, un très grand nombre de maladies pour savoir ce que recèlent nos gènes. Alors, il y a un mais. Pourquoi il y a un mais? C'est-à-dire qu'il y a dans notre ADN, analysé par cette technique du séquençage, d'innombrables variations, de signification connue ou inconnue. On parle alors de variations de signification inconnue ou variants of unknown significance. Le problème, c'est que on ne peut parler à nos patients et aux familles que de choses dont on est sûr. Alors si on a des informations dont on n'est pas sûr, ben, dans le doute, il faut s'abstenir. Donc le vrai sujet, c'est que non expliqués, non contrôlés, les tests génétiques peuvent divulguer à des gens des informations qui ne sont pas sûres et qui risquent de faire un véritable désastre sanitaire. Il y en a eu d'autres. On a tous à l'esprit les grands désastres sanitaires des dernières années. Et ça nous amène à nous poser la question aujourd'hui, est-ce que tout ce qui est techniquement possible est ipso facto éthiquement acceptable et économiquement supportable? Donc il y a des choses qui sont techniquement possibles, est-ce que pour autant elles deviennent ipso facto acceptables et supportables par la société?
le débat, il a lieu dans un contexte de marchandisation des tests, qui fait que beaucoup de pays, moins scrupuleux que le nôtre, n'hésitent pas à envoyer des prélèvements de sang ou même de salive chez des marchands qui font des tests et qui envoient les résultats de ces tests par la poste. Mais ces tests sont renvoyés non filtrés, donc non expliqués, non accompagnés. Donc il y a véritablement un risque que, loin de faire du bien aux gens, on en fasse beaucoup de mal, avec des informations non expliquées, non accompagnées. Donc c'est ça le sujet qui nous inquiète, c'est la tendance de Google, 23andMe, etc., qui consiste à tester nos gènes sans encadrement. Ça représente un risque, une vraie menace sociétale. Et je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle le business friendly, le côté commercial des tests génétiques, soit vraiment bien adapté, ni de l'intérêt de nos patients. Alors, heureusement, on a des lois. On a des lois et certains s'en plaignent. Moi, je m'en réjouis. Parce que on ne peut pas faire n'importe quoi en France. Il y a deux agences, la Haute Autorité de Santé et l'Agence de la Biomédecine, qui s'assurent de l'application des bonnes pratiques. Les tests génétiques doivent être prescrits en consultation par un spécialiste qui informe le patient ou la famille, qui recueille le consentement de cette famille, consentement qui est toujours rétractile, et qui informe des doutes et possibles conséquences d'un test génétique, en matière de suivi, d'évolution, impact pour les apparentés, etc. Et je vous rappelle que le diagnostic sur un mineur de moins de 15 ans est interdit. Donc tout ceci, c'est un examen génétique qui est médicalement encadré et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le consentement est indispensable et toute infraction aux règles édictées par la loi de bioéthique est passible de sanctions. Donc vous voyez que, comme je vous le présente, les tests génétiques ne sont pas seulement une affaire de séquenceurs et d'ordinateurs, c'est réductionniste de penser ça, c'est en fait une question de dialogue, de temps consenti pour se faire comprendre des patients, d'explication, de soutien par des professionnels formés et qui savent parler aux gens et prendre leurs questions. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que si on réduit les tests génétiques à une simple prestation moléculaire, alors effectivement il y a des risques de dérive commerciale très sérieuses. C'est pourquoi nous sommes très attachés à ce que ces tests soient réalisés dans un environnement éthiquement acceptable. Alors, pendant cette courte conférence, j'ai prévu 3 chapitres. Qu'est-ce qui est autorisé aujourd'hui et qu'est-ce qui marche? Quelles sont les innovations qui sont en cours et où sont, à mon avis, les menaces sociétales? Premier sujet, qu'est-ce qui se fait dans nos hôpitaux? Des tests à visée diagnostique. Vous le savez, vous en avez même certainement prescrit, ou les généticiens qui travaillent avec vous l'ont fait. Donc, qu'il s'agisse de maladies familiales, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de maladies de l'enfant, on peut faire des tests génétiques lorsqu'on a une suspicion. Et dans notre institut Imagine, par exemple, on a conçu des panels de gènes pour répondre à une question spécifique posée par le praticien. Mon enfant est autiste, mon enfant est épileptique, mon enfant est sourd, mon enfant est malvoyant. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Donc on teste par grande entrée clinique tous les gènes connus et publiés. Ce n'est pas de la recherche, c'est du diagnostic. On ne teste que ce qui est connu et dans les livres déjà publiés. Donc ce n'est pas de la recherche. Alors ces tests par panel ont l'avantage justement de ne pas chercher ailleurs et de ne pas tomber sur des observations qu'on ne pourrait pas interpréter ou des informations indésirables. Donc c'est une protection, c'est une façon de protéger nos consultants. Et puis la qualité des panels est meilleure que les études de tout le génome ou de tout l'exome parce qu'on se concentre avec beaucoup de profondeur sur les gènes d'intérêt et ça ne coûte pas très cher. Ça coûte environ 200 € en réactif. On peut doubler le prix pour mettre le personnel, pour imputer les frais de personnel, ça fait environ 400 ou 500 €. Ça reste quand même acceptable, surtout lorsque c'est fait dans un environnement avec des scientifiques qui valident la qualité et l'interprétation. C'est pourquoi nous pensons que ces tests génétiques doivent être développés dans un environnement scientifique avant d'être diffusés et toujours contrôlés selon les règles de bonne pratique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire du diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Là, c'est une famille qui a eu un problème ou dont un apparenté a eu un problème et qui encourt un risque pour le bébé. Alors, que la femme soit enceinte, c'est du prénatal,
ou qu'elle ne soit pas encore, c'est du préimplantatoire, on peut analyser soit le fœtus, soit l'embryon, et déterminer les fœtus qui sont indemnes pour laisser évoluer la grossesse, ou les embryons qui sont indemnes pour les transférer ensuite dans l'utérus de la femme qui veut être enceinte. Tout ça, c'est très contrôlé. Et là encore, je ne suis pas de ceux qui s'en offusquent. Je suis ravi. On est extrêmement surveillé par les agences, l'agence de la biomédecine. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut rendre des comptes. Nombre de tests réalisés, nombre de grossesses, taux d'échec, les succès. Des centres sont accrédités. Tout ça se passe dans un environnement réglementaire extrêmement strict. Alors les tests, non pas prénatal ou préimplantatoire maintenant, mais présymptomatiques. Ça, c'est un sujet qui concerne plutôt les personnes adultes, donc des maladies génétiques à début tardif. Avant de s'exprimer, maladie à début tardif, elle a une longue période asymptomatique. Et comme dans les familles, on sait qu'il y a eu des antécédents, des couples jeunes, des personnes jeunes peuvent se demander, est-ce que, étant le fils ou la fille d'une personne qui a une chorée d'Huntington, je risque, par exemple, de développer cette maladie. Donc il peut être opportun de proposer un diagnostic présymptomatique, avant l'âge où on exprime cette affection. On peut le faire, par exemple, avant de faire un enfant. Si on a un risque d'avoir un enfant malade, certains souhaitent le savoir. Si au contraire, il n'y a pas de risque parce qu'on n'est pas porteur de la dite maladie, on est drôlement soulagé. Alors tout ça, évidemment, là encore, c'est pas grand-chose en termes moléculaires. Une prise de sang, une analyse par un séquenceur, c'est pas grand-chose. Ce dont il faut être sûr, c'est que les consultants ont bien compris ce qu'on va faire. Et probablement ceux qui ont le plus d'expérience dans le domaine, c'est justement les neurologues neurogénéticiens de la Salpêtrière qui font le diagnostic présymptomatique de la chorée de Huntington, qui est une maladie neurologique redoutable, qui donne des troubles cognitifs et neurologiques et qui débutent après l'âge de la reproduction. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsque les gens viennent pour une consultation présymptomatique, on commence par discuter avec eux. On ne se jette pas sur une seringue pour leur faire une prise de sang, on leur explique ce qu'ils peuvent attendre et ne pas attendre du test présymptomatique. Et il s'avère que sur 100 personnes qui consultent, plus de 90% renoncent à la démarche. Une fois qu'ils sont pleinement informés, des incertitudes sur l'âge de début réel, sur l'allure évolutive, ou alors ils optent pour une autre stratégie, qui est le diagnostic préimplantatoire d'exclusion, pour être sûr que l'allèle transmis est transmis par le parent qui ne porte pas la maladie. Donc on a des stratégies d'exclusion qui permettent, sans savoir si on est ou non porteur de la chorée, d'être assuré qu'on n'aura pas un enfant atteint par ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire d'exclusion. Vous voyez, tout ça est assez sensible, et évidemment, donner un diagnostic sans pouvoir l'assortir de mesures thérapeutiques ou préventives, c'est pas de la prédiction, c'est une malédiction. C'est pourquoi j'ai cité des écrits en grec et même en hébreu, vous voyez, où je cite simplement cette belle phrase de Sophocle, Oedipe roi, quand Tirésias dit à Oedipe, il est terrible ce savoir, lorsque le savoir ne sert de rien à celui qui le reçoit. Donc le savoir, qu'est-ce que c'est que ce savoir? Si on ne peut pas être déterminé sur ce que sera véritablement la nature de l'affection. Et puis l'Ecclésiaste ne dit pas autre chose quand il dit abondance de souffrance, abondance de savoir, abondance de souffrance. Celui qui augmente son savoir augmente aussi ses souffrances. Alors un autre motif de fierté pour la France, c'est que justement, on n'est pas des sauvages. On fait une génétique profondément humaine. C'est une génétique à la française qui est soucieuse, pas seulement de la technicité, mais avant tout du respect des individus. Et cette préoccupation de bonne pratique médicale est au cœur de la réflexion de la loi de bioéthique. Alors, il y a un autre aspect qui est très intéressant dans la même perspective, c'est la prédiction des prédispositions aux cancers héréditaires. Là encore, c'est souvent des affections à début différé, ce n'est pas les enfants qui font les cancers, c'est plutôt à l'âge adulte. Et il y a des cancers qui sont clairement à composante héréditaire, cancer du sein, cancer du côlon, entre autres. Mais là encore, même réserve, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas très bien ce qu'on appelle la pénétrance. Quelle est la proportion des sujets porteurs du gène qui vont effectivement exprimer la maladie,
On ne sait pas à quel âge elle va se manifester, avec quelle sévérité, de sorte que là encore, entre l'anomalie génétique elle-même et son expression phénotypique, il y a un monde, et là encore, c'est la place pour des constellations d'oncogénétique, où on explique bien aux gens ce qui peut leur arriver, ce que peut leur apporter un test génétique. Le contre-exemple de ça, c'est ce qui se passe en Amérique du Nord, où, justement, au bénéfice du doute, et peut-être faute de dialogue singulier avec des oncogénéticiens en consultation, beaucoup de femmes préfèrent une mastectomie préventive. Et ce qui est terrible, et là je suis vraiment dans le cœur de l'exposé d'aujourd'hui, et je suis vraiment attentif à ce que vous entendiez bien le message, ce qui est très très préoccupant, c'est qu'aux États-Unis, 50% des femmes qui subissent une mastectomie bilatérale pour cancer du sein le sont sur la base de variants de l'ADN de signification inconnue. Je vous ai parlé tout à l'heure des VUS, des variants de signification inconnue. Imaginez-vous que 50% des femmes, au bénéfice du doute, préfèrent encore une mastectomie bilatérale plutôt que d'encourir le risque qu'un cancer se développe, car on divulgue des informations qu'on ne comprend pas parfaitement. Eh bien, au bénéfice du doute, 50% des mastectomies bilatérales sont faites pour des variations de signification inconnues. Ça fait froid dans le dos. C'est véritablement, à mon avis, jouer aux apprentis sorciers, et on devrait se garder d'utiliser en pratique clinique les variations de signification inconnues et se limiter à celles qui sont connues. Alors, maintenant, je voudrais arriver au deuxième chapitre, qui sont les innovations, très vite. Il y a des innovations qui sont des progrès indiscutables. Par exemple, le diagnostic prénatal non invasif. Une maman enceinte va beaucoup moins souvent avoir recours à une ponction liquide amniotique parce que dans la prise de sang, on peut récupérer des cellules fœtales circulant dans le sang maternel et tester s'il y a une trisomie 13, 18 ou 21. Et bientôt, d'autres maladies dominantes comme la chondroplasie ou peut-être un jour récessive comme la mucoviscidose. Donc ça devient très simple. On peut faire beaucoup de choses sur une simple prise de sang en recueillant l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel. Donc ça c'est bien. Mais comme dans toute chose, il y a le revers de la médaille, et ce qui inquiète les agences, c'est que c'est trop facile. Et la tentation est grande de pervertir ces tests et de les pratiquer de manière frauduleuse, éventuellement par des renvois à l'étranger, non pas pour l'objectif médical d'éviter une trisomie, mais pour le choix du sexe, par exemple. Et donc, il y a des officines à qui on peut envoyer une prise de sang et qui, moyennant finance, répondent le sexe de fœtus, dans les délais de l'interruption médicale de grossesse, ou l'interruption volontaire de grossesse. Alors là, vraiment, c'est la perversion de tout ce qu'on a voulu faire, parce que c'est pas la génétique humaine, c'est une génétique inhumaine. Et par conséquent, si l'agence de la biomédecine est si attentive, c'est précisément du fait de l'extrême facilité de ces pratiques qui sont interdites en France, mais qui interdit à une femme d'envoyer un prélèvement de sang dans une officine à l'étranger. La deuxième innovation qui me paraît intéressante, encore je ne suis pas sûr qu'elle soit finalement dans la loi, et je le regrette, c'est ce qu'on appelle le carrier screening ou dépistage des porteurs sains de maladies génétiques. Vous savez que aujourd'hui on est capable de diagnostiquer avec une très grande précision, on l'a dit au début, mais il y a un monde entre la capacité à diagnostiquer et notre impuissance à soigner. Ce monde, on espérait qu'il serait comblé par la thérapie génique. Il y a des progrès, mais pas aussi rapides qu'on le souhaite. Il y a des progrès des thérapeutiques, mais elles ne sont pas aussi foudroyantes qu'on l'avait dit. De sorte que, il y a beaucoup de couples qui nous disent, écoutez docteur, si vous êtes si bon pour diagnostiquer et si mauvais pour soigner, dites-nous au moins si notre couple est à risque d'avoir un enfant avec une maladie d'une particulière gravité. Ça s'appelle le carrier screening ou dépistage des porteurs sains, qui se pratique dans de très nombreux pays. Et il s'agit là donc de couples qui ne connaissent rien de leur statut, qui n'ont jamais eu de malade dans leur famille, qui veulent juste s'offrir un choix reproductif informé pour des maladies récessives liées au sexe ou autosomiques. Alors là, il y a encore le risque de variant de signification inconnue qui vient obérer tout cela, mais il faut bien dire que il y a beaucoup de pays qui le pratiquent de manière courante. Par exemple, je pense à la thalassémie, la drépanocytose, les maladies de l'hémoglobine dans les pays à risque, je pense
pourtour méditerranéen, à la Sicile, à la Sardaigne. Je pense aussi aux Juifs ashkénazes, où il y a cette maladie Tay-Sachs épouvantable, qui est liée à un effet fondateur, parce que les Juifs ashkénazes étaient enfermés dans des ghettos et se reproduisaient entre eux. Donc il y a une fréquence importante des mutations récessives de type Tay-Sachs dans cette population. Donc en Amérique, en Israël, on pratique le carrier screening pour cette infection. Mais en France, il y a une réticence, une inquiétude à tester des maladies génétiques sur un grand nombre d'individus, surtout lorsqu'elle a une dimension ethnique. Et donc, au risque de la stigmatisation, je pense que les pouvoirs publics sont relativement réticents, et c'est ce qui explique que cette proposition de loi, qui était dans la loi de bioéthique, a été retirée, et qu'on ne la voit pas pour le moment du moins, dans la loi qui est actuellement en cours d'examen au Parlement. Pourtant, l'opinion est massivement favorable. Si vous interrogez des jeunes couples autour de vous, 80% des jeunes couples ne voient pas pourquoi, s'il y a une possibilité d'éviter une maladie grave et incurable, on n'y aurait pas recours. Donc vous avez une opinion qui est massivement favorable, mais des agences et des politiques qui sont globalement réticents parce qu'ils redoutent une stigmatisation. Quand ce test est pratiqué, il est pratiqué chez l'un des membres du couple et chez l'autre en même temps. Parce que si l'un était porteur sain et que l'autre ne l'est pas, il n'y a pas de risque. Naturellement, il faudrait que ça soit, il soit bien entendu que ce n'est pas obligatoire, on n'est pas dans une démarche eugénique, seulement celles et ceux qui veulent le faire le font, dans le cadre d'une démarche individuelle, volontaire, non coercitive, visant à s'offrir un choix informé. Alors, est-ce que cette démarche est eugénique? Alors c'est très intéressant parce que quand on regarde le texte, le compte-rendu du Conseil d'État en 2009, on lit une réflexion qui, 10 ans après, a évolué. Je lis. L'eugénisme, écrit le Conseil d'État en 2009, l'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce. On est d'accord. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. On voit très bien de qui il s'agit, de quand il s'agissait, les années 40. La suite est intéressante. Il peut être le résultat collectif aussi d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par de futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait, ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Vous voyez bien que dans la formulation, il y a une réserve du Conseil d'État. Et en réalité, 10 ans plus tard, comme les progrès des thérapeutiques n'ont pas été foudroyants, eh bien l'idée qu'on pourrait autoriser, pour ceux et celles qui le souhaitent, un diagnostic des porteurs sains fait son chemin, même si les politiques semblent y être résistants. Alors, on avance vite maintenant, la pharmacogénomique, ça c'est le triomphe de la génomique, parce qu'on peut dire, par des tests génétiques, testant le métabolisme des médicaments, pour une trentaine de chimiothérapies, sein, côlon, on peut dire ce que sera la réaction du sujet, favorable ou défavorable. Et donc il y a maintenant un certain nombre de tests génétiques, qui sont qu'on appelle les tests compagnons, qui sont vendus avec le médicament, comme un package. Le médicament innovant et le test qui permet de dire si oui ou non on va y répondre. Le test prédictif de réponse à la chimiothérapie. Et là, beaucoup de nos concitoyens y ont recours, puisque c'est entre 50 et 100 000 patients par an qui sont testés dans leur tumeur pour arriver à une prescription ad hoc sur la base du génotype précis de la tumeur dont souffre le patient. Ça, c'est un progrès extraordinaire. On en est loin, nous autres les pédiatres, mais l'idée de pouvoir avoir une chimiothérapie à la carte, sur mesure, en fonction de la carte génétique tumorale, c'est quand même extraordinaire. Et on peut dire que la pharmacogénomique en cancéro est vraiment le triomphe de la génomique. Alors, je voudrais finir sur 3 ou 4 sujets d'inquiétude pour moi. Les partager avec vous parce que les choses ne sont pas blanches ou noires, rien n'est blanc ou noir. Il y a du bon, on a vu, il y a beaucoup de choses très bonnes, et il y a aussi des choses moins bonnes, et c'est toujours mon obsession, c'est une variante de signification inconnue. Prenons un premier exemple, le diagnostic prénatal. Quand on fait des diagnostics prénatales, on fait des karyotypes moléculaires, et
les techniques sont tellement résolutives aujourd'hui, tellement précises, tellement résolutives, qu'on peut tomber sur des variations mineures dont on n'est pas certain de la conséquence. Donc, là encore, on détecte des variations de signification inconnues, et il y a beaucoup d'interruptions médicales de grossesse qui sont faites sur la base de variations de signification inconnues. C'est comme les mastectomies pour cancer tout à l'heure. Et ça a donné lieu, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, à une hécatombe d'interruption médicale de grossesse au bénéfice du doute, là encore. Parce qu'on se retrouvait en face d'un variant dont on n'était pas sûr de l'impact réel et qui conduisait les couples à préférer une interruption de grossesse plutôt que de risquer d'avoir un enfant malade. Mais le véritable risque, c'est quand ils apprenaient après que c'était un variant de signification bénigne. Donc c'est ça le problème. Donc au fond, les sociétés savantes concernées, en France, ont la sagesse de préconiser de faire plutôt moins de tests dont on est sûr que plus de tests dont on n'est pas certain. Donc c'est une sagesse que j'approuve, qui est de ne faire pas toujours plus de tests, mais moins dont on est sûr. Alors, deuxième souci qui concerne surtout les maladies communes, c'est que je pense que vraiment la médecine prédictive a été survendue. Il y a eu beaucoup d'études en population générale qui ont été faites pour déterminer des gènes de prédisposition à des maladies comme l'asthme, le diabète ou Dieu sait quoi. En réalité, la valeur prédictive positive de ces variations est assez faible et surtout elle est significative en population générale mais pas au niveau individuel. Donc ce sont des informations d'amplitude faible, donc d'impact limité et qui ne se comprennent qu'en population générale. Et ça, les usagers ne comprennent pas. Il y a une espèce de naïveté, l'opinion, qui s'imagine, en se précipitant sur ces tests, qu'on va leur prédire l'avenir. Que c'est la boule de cristal, que c'est le tiercé gagnant. Donc c'est pas du tout ça. C'est aussi bête que de se mettre à la sortie d'un bureau de vote et de dire sur la moyenne des suffrages exprimés dans un bureau de vote ce que a été le suffrage de M. Michu ou de Mme Dupont. C'est aussi bête que ça. Donc il y a beaucoup d'abus de confiance de la part des marchands de tests, qui fait bien sûr qui fait les affaires du marché, mais qui ne fait pas les affaires des usagers. Alors ça, c'est l'état actuel des choses. Et la valeur prédictive positive de ces tests est très faible. Elle ne va peut-être pas le rester toujours. Il semble que quand on fait non pas un seul test, mais des centaines de tests à la fois, on a une valeur prédictive positive qui peut être bien meilleure. En tout cas, c'est l'expérience que les Canadiens ont recueillie pour le cancer du sein non génétique. Donc au jour d'aujourd'hui, la médecine prédictive est survendue. Il n'est pas impossible que dans l'avenir, elle soit un peu plus solide lorsqu'on va combiner des variants répartis sur tout le génome. Donc vous voyez, finalement, le péché originel des généticiens, c'est de s'imaginer qu'ils comprennent tout et qu'ils maîtrisent tout. C'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de variations dont on ne connaît pas la signification et qu'il est beaucoup trop tôt pour utiliser en application pratique. C'est ça mon inquiétude. Je voudrais qu'on ait la modestie, l'humilité de proposer à nos patients ce dont on est sûr et d'avoir le courage de leur dire que pour le reste, il vaut mieux attendre. Alors, il y a aussi une tentation de faire toujours plus. Par exemple, de tester un très grand nombre d'individus, même avant la naissance, on voit ça aussi. Tester tous les gènes sur un liquide amniotique, n'importe quoi. Vraiment des idées folles qui consistent à chercher tout chez tout le monde, et à n'importe quel moment. Alors là encore, il y a une forte pression, naturellement, du marché, ou aussi de certains généticiens qui rêvent d'un accès libre aux tests sans médecin, ni conseiller génétique, avec seulement des ordinateurs et des séquenceurs. Donc cette médecine génomique-là, on n'en veut pas, parce qu'elle menace gravement nos patients, et je pense que tenter, comme j'essaie de le faire aujourd'hui devant vous, de protéger les usagers, c'est pas du paternalisme, ni du corporatisme, c'est parce qu'il y a vraiment, à mes yeux, des risques de conclusions abusives, d'usage inapproprié, de découvertes fortuites, non souhaitées, qui font même parler les Américains de savoir toxique. Vous savez, il y a des emprunts toxiques, et ils parlent parfois de toxic knowledge, de savoir toxique, comme si le savoir était aussi toxique qu'un emprunt est peut-être toxique. Et ça me rappelle un collègue américain qui s'était fait son propre séquençage,
Et parce que c'est très chic quand on est un grand généticien de se séquencer son génome. Et il m'a raconté qu'il s'était séquencé son génome. Et je lui ai dit, bah, écoute, t'es complètement fou. Il me dit, oui, je suis fou parce que je me suis trouvé une maladie mortelle. Je devrais être mort. Il se porte comme le pont neuf. Donc depuis, ça l'a refroidi, comme ça nous refroidit tous. Parce qu'on sait très bien que si on ne pose pas une bonne question, on aura de mauvaises réponses. Si vous posez une bonne question, vous pouvez avoir une réponse. Vous ne posez pas de question ou une mauvaise question, vous êtes sûr que vous aurez des réponses absurdes. Les Américains disent garbage in, garbage out. Vous rentrez du garbage, vous sortirez du garbage. Donc on est totalement réticent à accepter l'idée qu'on fasse n'importe quoi à n'importe qui, comme un caprice narcissique, alors même qu'il n'y a pas une question médicale qui est posée. Alors ça m'amène à finir avec cet exposé, et à vous dire que finalement on en a glissé tout doucement d'une génétique, une génomique médicale vers des enjeux sociétaux. On l'a bien vu d'ailleurs avec la PMA pour tous. On le voit cette semaine avec la PMA pour tous. Et on voit aussi la manipulation de l'information scientifique. Et il y a des espèces de plumes, de ghostwriters, comme on dit en anglais, qui ont pour mission de reformater, de reformuler l'information scientifique, mais en trahissant la pensée du scientifique. Et donc ces fausses promesses qui sont l'œuvre de ces plumes qui manipulent l'opinion, eh bien, ça marche, ça fait booster le marché parce que les donateurs, les investisseurs, les key opinion leaders, etc., tous les naïfs se croient mordicus à ce que j'appelle les avions renifleurs de la génomique, c'est-à-dire que on promet que le grand soir est arrivé, qu'on peut tout faire et qu'on peut tout comprendre et tout savoir. Et comme, évidemment, il y a des startups qui investissent là-dedans et que l'impunité est la règle, enfin, ils perdent beaucoup d'argent parce que c'est des fake news, et bien personne ne le reproche, sauf qu'il y a des gens qui leur ont fait confiance et qui ont trahi cette confiance. Donc cette séquence que je vois grandir, fake news, information mal intentionnée, fraude, est quelque chose qui se propage et qu'on n'arrive pas à endiguer. Pas plus qu'on arrive à endiguer les fake news en général. Toutes les informations non vérifiées sur les réseaux sociaux, dans tous les domaines, dans la politique, etc. Donc en fait, on voit proliférer des idées totalement absurdes comme le mort de la mort, les ciseaux moléculaires, etc., où on fait dire à des avancées scientifiques comme CRISPR-Cas9 ce que jamais les scientifiques qui en sont les auteurs n'ont voulu dire. C'est vrai que CRISPR-Cas9, on peut couper et inciser, retirer ou ajouter une variation. On les fait dans les laboratoires. Ici, à Imagine, ça se fait comme outil de recherche. Mais ceux qui ont inventé cette technique, comme Mme Carpentier, n'a jamais prétendu que c'était la guérison des maladies génétiques à la clé. Parce que pour arriver à faire cette prouesse dans chaque cellule, avec une précision telle qu'il n'y a aucune erreur, c'est une autre affaire. Donc c'est techniquement possible au laboratoire. De là à en inférer que ça sera applicable en thérapeutique demain, il y a un monde qu'on a tôt fait de franchir quand on est un marchand de rêves, mais que nous, scientifiques, nous devons démentir. Parce que pour CRISPR-Cas9, on sait très bien qu'il y a d'innombrables effets collatéraux, off-target, comme on dit, c'est-à-dire qu'on corrige effectivement une variation, mais on en crée des centaines. Donc il faudrait, pour être sûr de l'usage de ces cellules corrigées, non seulement avoir corrigé la variation, mais s'être assuré qu'il n'y en a nulle part ailleurs, sur 3 milliards de nucléotides, dans toutes les cellules qui vont être transférées. Enfin, je veux dire, on a l'impression que pour croire ces balivernes, il faut être un pigeon ou un gogo totalement naïf. Et pourtant, ça marche. Et ça marche. Et donc, je crois que notre rôle, c'est aussi de mettre en garde l'opinion. Alors, je voudrais finir avec une réflexion sociétale qui m'inquiète encore plus que toutes les inquiétudes que je vous ai exposées auparavant. C'est ce flirt entre génomique et eugénisme, même chez les scientifiques. Mon inquiétude, c'est que ces différences génomiques que nous accumulons dans les laboratoires finissent par booster, pardonnez-moi cet anglicisme, une sorte de néo-eugénisme scientifique. Donc, est-ce que tous ces travaux que nous accumulons, ces informations génomiques, risquent de contribuer à hiérarchiser les humains? Ben, je crois qu'il y a un risque. Si on commence à faire des corrélations entre telles caractéristiques génomiques
et telle performance en termes de QI, en termes de patrimoine, en termes de Dieu sait quoi. Alors là, je pense qu'on va commencer à être dans le meilleur des mondes que nous redoutons. Donc, il n'y a pas d'ethnie pure, on est tous, vous savez bien, des produits de mélange, il n'y a pas de frontière entre les humains, et ça nous le savons, mais la pression scientiste est telle qu'il y a, dans le contexte de tension sur les flux migratoires, un risque que je ne peux pas considérer comme nul, que notre science soit récupérée, exploitée à des fins politiques, pour servir des causes identitaires. Et cela, je crois que nul scientifique, nul citoyen, aucun d'entre nous ne peut ignorer l'impact sociétal potentiel de la génomique, ni la possible perversion de notre science et de la génomique personnalisée. Donc elle va continuer d'aller de l'avant, et plus elle va progresser, plus il faudra être attentif à la prévention des récidives et de la perversion, à la perversion de cette science. Alors je voudrais finir par un petit clin d'œil au texte. On est au Jardin d'Éden maintenant, pour les dernières minutes, on est au Jardin d'Éden, et il est dit, vous savez, dans le texte, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne consommeras pas. C'est l'interdiction du fruit défendu. Voilà une petite statue du XVIe siècle, où on voit Adam et Ève qui cueillent la pomme, qui va l'attendre à Adam. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la source hébraïque, il n'est pas écrit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il est écrit, c'est la polysémie du texte hébraïque, il est écrit l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. C'est pas la connaissance du bien et du mal, c'est de l'arbre de la connaissance qui peut être bonne et mauvaise. Ça veut dire que la science, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est bonne et mauvaise à la fois. Et la question, c'est l'usage qu'on en fait. Donc je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Tout ce que je vous ai dit, ça peut être considéré comme un pas en avant extraordinaire, c'est vrai, dans le diagnostic, dans la prévention, dans le soin, etc. Mais à mesure qu'on avance, abondance de savoir, abondance de souffrance et de risques, on ne peut pas nier que plus on va continuer d'avancer, plus il faudra verrouiller pour prévenir la perversion de cette science. Merci de votre attention et bon séminaire.